Donatella Di Cesare, elle est professeure de philosophie à l'université de Rome, la Sapienza. Elle est vice-présidente de la Heidegger Gesellschaft. Elle a écrit de nombreux ouvrages. Donc sans tarder, je lui donne la parole. Donatella, c'est à vous. Merci. Je voudrais remercier Joseph Cohen et Raphaël Zagouri-Orly, non seulement pour m'avoir invité, mais aussi pour avoir organisé ces colloques très importants qui fera date, à mon avis, dans la réflexion sur les cahiers noirs. Je regrette que ce colloque a lieu en France et non en Allemagne. La Heidegger Gesellschaft a perdu là une occasion très importante pour un débat démocratique initié par mon collègue et ami Peter Travny. Je m'excuse pour mon français très italien. Je vous interromps une toute petite minute, simplement pour donner le titre de votre exposé. Son titre, c'est « La domination du monde parlée sans monde », entre guillemets, Heidegger contre le messianisme. Les cahiers noirs ont apporté de nombreuses nouveautés. Ils révèlent les non-dits de la question juive. Ils balayent l'image du philosophe à l'époque du tournant de la Kehre, toujours plus distant du nazisme et retranché dans la solitude de Tottenhauberg, penché sur les manuscrits de ses cours, plongé dans le silence de la forêt noire, loin du bruit de la scène politique. Non seulement Heidegger n'a pas été nazi par hasard, dans la mesure où l'antisémitisme est le pivot du national-socialisme, il a plus encore. Son erreur n'a pas été seulement politique, et c'est pourquoi cette erreur ne peut plus être cherchée dans l'écart entre philosophie et politique. Ma thèse que j'ai développée dans mon livre récent Heidegger et l'hébreu, Heidegger et les juifs, est que son erreur est avant tout une erreur philosophique. Ce qu'il y a de particulièrement inquiétant dans les cahiers noirs est que Heidegger partage la préoccupation de définir les juifs, préoccupation prédominante dans la période de la loi de Nuremberg. Qu'est-ce qu'est le judaïsme? Qu'est-ce qu'est le juif? En s'obstinant à définir le sens du juif, Heidegger tombe à son tour dans la métaphysique après avoir accusé Nietzsche lui-même d'être métaphysicien. Voilà pourquoi, à différence de Peter Travny, qui parle de seinsgeschichtlicher Antisemitismus, je préfère parler d'antisémitisme métaphysique. Le terme seinsgeschichtlich ontohistorique a une connotation ésotérique qui atténue le geste discriminatoire de Heidegger, mais il peut aussi être égarant parce qu'il isole la position de Heidegger qui aborde là un thème qui n'a rien de neuf dans la philosophie occidentale, celui du rapport entre l'être et le juif. En outre, dans les cahiers noirs, si le juif apparaît dans l'histoire de l'être, c'est pour en être aussitôt exclu. Aux juifs inscrits dans la question de l'être, Heidegger impute de manière surreptice l'oubli de l'être. Ne faut-il pas voir alors dans cette faute l'écho d'une autre faute plus ancienne, celle du décide? De même que le juif est dans la théologie responsable de la mort de Dieu, de même il est dans l'ontologie responsable de l'oubli de l'être. Nombreux sont les thèmes impliqués dans l'antisémitisme métaphysique qui met en cause d'un côté la tradition philosophique et renvoie de l'autre à la responsabilité de la philosophie dans la Shoah.
C'est dans cette perspective qu'il convient de considérer la question de la domination du monde que Heidegger attribue au Weltjudentum, au judaïsme mondial. En quoi consisterait une telle domination? Pourquoi serait-elle une aspiration juive au point d'être interprétée comme une conspiration? Et de quelle façon les Juifs accusés d'être weltlos, sans monde, pourraient-ils parvenir à dominer le monde? Dans les cahiers noirs, Heidegger, dans l'intention de définir le judaïsme, adresse aux Juifs des accusations bien précises. Il est important de rappeler ce chef d'accusation. Tout d'abord, il dénonce une complicité entre métaphysique et judaïsme. À travers la rationalité vide et la pensée calculante, la métaphysique a pavé la voie au judaïsme, qui, à son tour, a su en profiter en accroissant son propre pouvoir au point que la Herrschaft des Seienden, la suprématie de l'État, devient une autre façon de dire judaïsme. Le juif est non seulement séparé de manière irrémédiable de l'être, il est aussi également accusé de cette séparation. C'est la Unwesen, la malessence de l'État qui interdit l'accès à l'être. Dans les cahiers noirs, le conflit mondial, lu à travers le schéma d'une différence ontologique exacerbée, devient la guerre de l'être contre l'étante, de Science gegen das Seiende. Le conflit planétaire a en même temps une valeur ontologique, théologique et politique. L'histoire de l'être apparaît comme une narration au ton apocalyptique, la version métaphysique de la guerre de Gog et Magog. Si le destin de l'être est confié aux Allemands, l'avant-garde des peuples européens, la suprématie de l'État est imputée aux Juifs. C'est à partir de la complicité entre judaïsme et métaphysique que Heidegger formule les autres accusations. Les Juifs sont les agents déracinés de la modernité. Leur Bodenlosigkeit, l'absence de sol et de fondements, répondent à la technicisation où se voit précipiter la planète, au point qu'ils sont perçus comme les principaux profiteurs de ces processus. La désertification de la planète et la déracialisation des peuples, c'est-à-dire la tentative de les abattardir, sont elles aussi imputées aux Juifs. Alors même qu'ils sont une non-race, eine Nicht-Rasse gegen Rasse, les Juifs sont accusés d'être les premiers racistes. Heidegger écrit, je cite, « Les Juifs vivent depuis plus longtemps que tous les autres en conformité au principe de la race, c'est pourquoi ils s'opposent avec plus de véhémence à son application illimitée. » La référence à peine voilée et aux lois de Nuremberg, opposées par les Juifs qui voudraient continuer sans être dérangés à déployer leur stratégie politique. Quelle est donc cette stratégie? En se camouflant parmi le peuple qui les accueille, les Juifs s'infiltreraient pour abattardir les autres. Si Carl Schmitt parle du démon der Entartung, de l'abattissement, Heidegger, pour sa part, fait allusion au pouvoir qui dirige les fils d'une machination irrépressible. Cette accusation culmine dans celle du complot. Dans son passage désormais célèbre des Cahiers noirs, où il écrit que la question juive est une question métaphysique, Heidegger parle du Weltjudentum, du judaïsme mondial qui ungebunden, c'est-à-dire sans lien,
Débridé pourrait rendre planétaire son déracinement. Bodenlos, wurzellos, entwurzelt, ungebunden, ce sont là les épithètes que l'on trouve déjà chez Fichte et Hegel pour indiquer la condition géopolitique des Juifs. Privés de terre et par conséquent incapables de se donner la forme politique d'un État. Heidegger confère à l'accusation politique une valeur ontohistorique. L'absence de sol est également un défaut de fondement et caractérise le juif qui mène une existence à la surface, qui rompt les liens, avant tout celui avec l'être. Heidegger n'est cependant pas le seul à voir dans les juifs la figure emblématique du paysage désertique de la modernité. Pour le dire brièvement, dans la Bodenlosigkeit juive, on a aperçu déjà la Heimatlosigkeit, cette perte du chez-soi ou du foyer, cette absence de patrie, qui devient, comme Heidegger l'écrira des années plus tard, un destin mondial. Dans le cahier noir, Heidegger parle explicitement des Weltlosigkeit des Judentums, de l'absence de monde du judaïsme. Dans le débat actuel sur l'antisémitisme de Heidegger, la question décisive, à mon avis, est de savoir si la Weltlosigkeit, cette absence de monde, est réductible à la Bodenlosigkeit, à l'absence de sol, ou s'il y a quelque chose de plus et quelque chose d'autre dans cette Weltlosigkeit. On ne peut d'ailleurs manquer de relever que l'absence de monde semble liée de manière paradoxale au judaïsme mondial. Weltlosigkeit et Weltjudentum. Comment expliquer la valeur du préfixe Welt apparemment opposé dans ces deux expressions? En quel sens le judaïsme, dont l'absence de monde est soulignée, pourrait-il être mondial? Pour répondre à ces questions, il convient de clarifier la signification de Weltlos pour Heidegger. Exister signifie être dans le monde, mais le monde n'est pas un objet. Seulement là où le Dasein existe, il y a monde, parce que le Dasein, en y séjournant, ouvre ou déclôt le monde. De même que le monde ne se donne pas dans le Dasein, de même le Dasein ne se donne pas sans monde. Si le Dasein est weltlich, mondain, quel sens a alors Weltlos? Procédant à une comparaison sur laquelle Derrida s'est arrêté entre l'homme, l'animal et la pierre, Heidegger écrit que l'animal est pauvre en monde, Weltarm, et la pierre sans monde, Weltlos. La pierre n'arrive pas à exister. Le juif est comme la pierre, Weltlos. Plus que sans monde, en mondain, il est immonde, impur, sans même la mondanité de l'existence. La pierre, métonymie de la figure philosophique du juif, comme c'était déjà le cas chez Hegel, refait surface. L'absence de monde n'est pas seulement une constatation, c'est une accusation. Privé de monde, immonde, les juifs complotent pour la domination du monde. L'absence de monde déchaînerait justement les besoins de revanche, la volonté de pouvoir sur le monde. Être un mondain rectifierait cette distance à l'égard du monde qui permettrait aux Juifs, disséminés partout sur la surface de la terre, libérés de tout lien, de maintenir entre eux des liens internationaux, de tisser un réseau autour du globe, d'ourdir la trame planétaire d'où naîtrait la domination juive universelle.
La dernière partie des Cahiers noirs contient des pages qui remontent aux années 1940 et 1941. Dans ces pages transpire le climat de la guerre. Heidegger y parle de manière explicite d'internationales Judentum et surtout de Weltjudentum. Pour un philosophe attentif au langage tel que l'était Heidegger, l'usage de ce terme n'a rien de hasardeux. Parler de Weltjudentum signifiait partager le mythe du complot juif mondial. Dans la trame très embrûlée des protocoles des sages de Sion, une histoire qui est loin d'être finie, la mobilisation antisémite pousse à la source de l'antijudaïsme chrétien pour imprimer à la version séculaire l'aura du mystère, en brandissant l'image d'un ennemi absolu. Outre les leçons des Juifs, ce qui est dans le vicieux est le pouvoir mythique des Juifs, constitué par les secrets qu'ils ne révèlent pas, l'arcanum du judaïsme. Les idéologues du nazisme s'en servent non seulement pour accréditer la thèse d'un État dans l'État, mais aussi pour mettre en avant l'exigence d'une guerre apocalyptique qui aurait dû protéger le monde du pouvoir juif. Cette apocalyptique qui s'articule dans la prophétie de l'Antéchrist demeurerait toutefois incompréhensible si on ne les considérait pas dans son aspiration anti-messianique. Car non seulement elles reprennent le reproche de n'avoir pas reconnu en Jésus le Messie, mais elles se tournent contre la conception juive, décidément terrestre et fortement politique du messianisme. Cette apocalyptique anti-messianique traverse également les pages de Heidegger qui semble partager la conception sommaire et presque magique de l'histoire sous-entendue dans les protocoles des sages de Sion où tout peut être reconduit à une unique volonté subjective qui agit intentionnellement et avec persévérance. Ce grand orchestrateur est le judaïsme international qui s'élève à un plan méta-historique d'où il peut diriger les cours des événements et se servir des forces opposées pour les faire jouer savamment les unes contre les autres. L'impérialisme guerrier et le pacifisme humanitaire, différents seulement sous l'aspect ontohistorial, sont tous les deux manipulés par la machination juive. Tout comme Carl Schmitt, Heidegger insiste sur l'invisibilité de ces pouvoirs, diese Mächte, qui tirent les fils. Si ces pouvoirs sont donc inaccessibles, cachés derrière les coulisses, ils sont aussi inexpugnables. Ils peuvent fomenter les actions néfastes des États, pousser les peuples à la violence, faire éclater les guerres sans même mettre en mouvement les armées. Ainsi, Heidegger écrit, je cite, alors que le judaïsme mondial n'a même pas besoin de participer aux actions guerrières, il ne reste à nous qu'à sacrifier les meilleurs sang des meilleurs de notre peuple. Mais le juif était la grande menace qui planait sur le monde parce que l'esprit juif avait trouvé son nouvel avatar dans le bolchevisme. La dénonciation d'une conspiration en même temps nouvelle et ancienne trouve une expression dans le judéo-bolchevisme, formule magique en laquelle se condense l'ennemi de l'Allemagne, qui, démasqué, requiert une destruction purificatrice.
La révolution d'octobre est, dans cette perspective, décisive. Les bolcheviks proviennent de l'intelligentsia juive. Ils considèrent eux-mêmes cet événement comme le premier pas vers la révolution mondiale. Qu'est alors cette révolution sinon une bolchevisation, au mieux une judaïsation du monde? En Allemagne, les leaders anarchistes et spartakistes sont juifs, eux aussi. Leur nom résonne comme une menace. Pour être démasqués, ils sont lus sub specie Judeorum. Trotsky, Bronstein, Litvinov, Finkelstein, Volodarsky, Cohen, Zinoviev, Apfelbaum. Dans les cahiers noirs, Heidegger suit cette procédure, par exemple avec Radek Zobelson. Les noms sont la preuve incontestable d'une révolution qui mine les nations et menace la civilisation entière. Alors que les aspirations contre les juifs bolcheviques croient, on cherchait le fil rouge qui, de Moscou, remonte au moins à la Commune de Paris. Dans l'interprétation bizarre et inquiétante de Dietrich Eckart, le nazi, le bolchevisme est reconduit à Paul de Tarse, Shaul, le véritable initiateur. Dans des pages très violentes parcourues de 100 visions apocalyptiques, les Juifs apparaissent comme les princes de ce monde, qui du monde à bien y regarder et au-delà de la domination se propose plutôt la fin. Dans son passage qui clôt les réflexions 14 des Cahiers noirs, Heidegger écrit, je cite, les débuts de la guerre contre le bolchevisme. Il faut se demander maintenant ce que Heidegger entend par bolchevisme. Le communisme s'inscrit dans l'histoire de l'être. S'il devait disparaître du scénario politique, sa possibilité pour Heidegger demeurerait cependant dans l'histoire de l'Occident. Par contre, le bolchevisme est une réalisation du communisme. Défini comme juif dans les Beiträge également, le bolchevisme est considéré comme un messianisme sécularisé. Heidegger écrit dans les Cahiers noirs que, je cite, le bolchevisme n'a rien à voir avec l'élément asiatique et encore moins avec l'élément slave des Russes. Il jaillit plutôt de la métaphysique occidentale. Il émerge dans l'accomplissement de la modernité. La Russie attend de se libérer du bolchevisme, autre façon de dire judaïsme mondial. Ici se trouvent les risques, mais aussi la chance de la campagne militaire à l'Est. Les conflits planétaires se profilent encore une fois comme la collision métahistorique et métaphysique, le bellum, une version de le bellum judaicum. C'est pourquoi le danger qui plane n'est pas la bolchevisation de l'Europe, mais la répétition intarissable de l'accomplissement, de la Vollendung, qui ne parvient pas à enfin à un end, recouvrant ainsi les possibilités de l'être. Dans les Cahiers noirs, le juif est la figure de la fin. L'allemand, celui du commencement. Le juif est plus éloigné de l'origine, de la source pure de l'identité, de la source de l'être. Dans une eschatologie dramatique, là où l'enjeu est l'être, le juif est la fin qui ne veut pas finir. C'est pourquoi il se répète en un tourbillon qui tourne sur soi, en une répétition éternelle du même qui, cependant, se fait passer à chaque fois pour nouveau.
La répétition requiert ainsi une accélération pour séparer des progrès sur le modèle d'un éternel retour qui encourage la phase finale à l'état permanent, Dauerzustand, et prolonge la fin en une durée sans fin, en une Endlosigkeit. Il n'y a pour Heidegger rien de pire que cette prorogation, ces prolongements sans fin du crépuscule, car, je cite, « Comment le jour peut-il venir si la nuit est exclue? L'Allemagne secrète aspire par contre à la nuit. Cette Allemagne qui combat au-delà du front, sur la ligne des lettres, et qui, prête à chaque instant à la décision, en attente de notre commencement, ne déposera jamais les armes, sachant que la désertification menée par le judaïsme n'est que, je cite, les Nachschlag, les contre-coups de la fin déjà décidés. Selon Heidegger, le judaïsme expulse les commencements. Il est anarchique. En ce sens, il compromet la souveraineté parce que toute souveraineté, Herrschaft, est initiale et propre du commencement. D'autre part, arché signifie à la fois commencement et domination. La souveraineté se tient dans la capacité royale de poser un commencement. Herr, Seigneur, est celui dont le pouvoir vient de l'événement de l'être. Aux yeux de ce pouvoir, la malessence du judaïsme est une absence dévastatrice qui mine l'être. Cette essence met en danger la sécurité et la pureté de l'être. Elle en subvertit anarchiquement l'arché. Dans la nuit du monde, à l'époque de l'indigence, Heidegger a tracé les contours d'une eschatologie de l'être en s'avançant jusqu'aux limites abyssales de l'Occident, de la terre du soir, en cherchant à scruter au fond du gouffre. Sa pensée se laisse échouer dans ces passages étroits entre deux négations, celle du non plus, n'est plus, de Dieu infini, et celle du pas encore, de Dieu à venir. C'est pourquoi elle s'en remet à la poésie de Hölderlin. Dans les cahiers noirs qui précèdent la défaite allemande, Hölderlin est avant tout le poète de la Révolution. C'est la Révolution manquée, rêvée et jamais accomplie. C'est la Révolution qui s'est déjà achevée tragiquement dans la tour de Tübingen. Et pourtant, parce qu'elle est gardée dans la profondeur ontologique de la poésie, c'est la révolution à venir. Ce n'est pas par hasard si Heidegger rapproche Hölderlin de Lénine, né à 5 ans d'intervalle l'un de l'autre, dans les cahiers noirs. La révolution bolchevique est la version ultime de la métaphysique qui, avec la complicité du judaïsme, porte, je cite, porte la fin. L'autre révolution, celle de Hölderlin, conduit le nouveau de l'autre commencement. Par là, Heidegger introduit encore une fois une séparation métaphysique, celle entre le commencement et la fin, qu'il ne réussit pas à relier et où l'un est opposé à l'autre. La fin ne libère pas le commencement. Et l'alternative
entre la révolution de Lénine et celle de Hölderlin devient un cul-de-sac. À différence de Carl Schmitt, toutefois, Heidegger n'est pas pour reprendre une formule de Jacob Taubes en apocalyptique de la contre-révolution. Il ne veut en aucune façon empêcher, freiner la charge révolutionnaire qui traverse l'histoire en la secouant. Ce qui ne veut pas dire, cependant, que Heidegger est un apocalyptique de la révolution. Heidegger se trouve entre apocalyptique et révolution. Et c'est peut-être justement là son impasse. Dans son paysage païen, le nouveau est attendu dans l'espace entre on n'est plus et on pas encore. Les dénors, les pourtant messianiques fait défaut. Ici, il n'y a pas d'issue. Les sacrifices extrêmes menacent alors que la révolution n'est que sagesse de la catastrophe. L'inspiration ne se fait pas conspiration. Le souffle du commencement enveloppe peut-être les cimes, mais il ne passe pas par les métropoles. Il ne pénètre pas dans les bas-fonds et les souterrains. Il ne traverse pas les banlieues. Il ne promet pas la libération aux esclaves et les refuges aux étrangers. Il n'ouvre pas la porte aux parias. Il n'écoute pas les dernières des nations. Il n'est pas Erlösung. Il n'est pas rédemption, jaillie d'un passé immémorial qui a maintenu le souvenir de l'avenir dans sa vivacité. L'ange de l'histoire est, dans le paysage de Heidegger, un ange qui, avec des yeux tristes, mélancoliques et pénétrants, regarde la chaîne des ruines accumulées à ses pieds. Cependant, la tempête ne souffle pas du paradis. Elle ne les soulève pas vers les hauteurs. Le vent sanglant souffle glacial contre ses ailes et l'ange demeure plongé dans les brumes de la forêt noire. Je vous remercie. Merci Donatella Di Cesare pour cet exposé qui revient au centre de notre question, à savoir ce qui nous occupe depuis le début, la détermination métaphysique. Vous avez expliqué pourquoi métaphysique plutôt que onto-historiale, métaphysique du judaïsme, par où Heidegger s'inscrit, ce que j'avais essayé de dire hier, s'inscrit dans la longue chaîne de l'anti-judaïsme philosophique ou métaphysique, tout en y apportant, tout en surchargeant cette inscription de motifs tout à fait singuliers, tout à fait originaux, en particulier le motif géopolitique et peut-être aussi le motif théologique ou métathéologique. Je sais, donc je me tais, je sais que nous disposons de très peu de temps, donc si vous avez une ou deux, je suppose qu'il y en a bien sûr, quelques questions que je vais essayer de rassembler, et puis ensuite Donatella y répondra de façon globale, si vous permettez. Il y a une question là-bas, oui. D'abord, merci pour cette conférence. Je voudrais vous amener sur un terrain qui se déplace de Heidegger à Habermas en 84, où il a, dans un passage comme ça, accusé Derrida de se servir de la force explosive, c'est bien ces mots, de la tradition juive pour procéder à la déconstruction de la métaphysique occidentale. Et tout ce que vous disiez dans votre conférence résonnait avec cette filiation-là. Et on sait que Derrida a travaillé très fort pour faire entrer des catégories dans la philosophie politique, des catégories comme le messianisme et tout ça. Et je voudrais vous interroger sur ce lien qui pourrait persister après Heidegger.
cet antisémite peut-être métaphysique qui est peut-être inconscient aussi, qui n'est pas mesuré à sa pleine grandeur. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux autres questions? Non, alors. Il y en aura sûrement. No comment. D'accord. Le micro, le micro. C'est un commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Il y a une question de... Je voulais juste vous demander votre avis au sujet de la thèse de Marlène Zarader. J'imagine que vous la connaissez. Son livre, donc, La dette impensée, qui impute à Heidegger. Bon, c'était donc avant la publication des Cahiers Noirs, ce livre étant déjà relativement ancien. Donc, il impute à Heidegger d'avoir repris une partie, disons, une certaine inspiration du judaïsme, sans la nommer jamais, en la renfoulant, jusqu'à quel point même s'en est-il rendu compte pour mieux opérer le déplacement qu'il opère du côté de l'ontologie grecque. Scusi, volevo fare una domanda, sapere si les carnets noirs ont été traduits en italien et s'il y a la même polémique, il y a une grosse polémique aussi dans la traduction. On va prendre d'autres questions, d'accord. Dans un traité à public qui s'appelle Zoom et Ragnils Duncan, il y a des passages énigmatiques où Heidegger parle d'une eschatologie de l'être. Est-ce qu'il y a effectivement une eschatologie de l'être chez Heidegger? Et est-ce qu'il n'essaie pas de s'approprier des éléments messianiques en les convertissant effectivement à sa pensée onto-historiale? Merci. C'est une question très très ponctuelle. Je voudrais savoir si dans l'exposé que vous venez de faire, où j'ai peine à voir comment il peut prendre fond uniquement sur les 3 volumes, les 3 premiers volumes parus des Carnets Noirs, que j'ai lus in extenso, ou si vous faites fond sur le prochain volume, le 4e volume, le tome 97 de la Gesamtausgabe, dont vous auriez eu connaissance, non? Alors. Bien, merci beaucoup Donatella.